vous êtes le directeur général de la radio-diffusion télévision du Sénégal. Votre parole est rare aussi, hein. Vous ne faites pas les émissions. Merci d'être passé. Merci à Marie-Justine Diogo et Abdou Thiam qui étaient à la régie. Merci à tous nos auditeurs qui ont réagi à cette émission sur les réseaux sociaux. Bon dimanche, bonne fin de semaine. Dans un instant, le grand journal, le journal de midi avec Barthélémy Ngom. Restez avec nous. Nous, on est entré avec, on a fait le concours spécial parce que il y avait une section réservée à ceux qui avaient leur maîtrise ou leur licence. Vous veniez du département de philosophie. De philosophie, voilà, c'est ça. Avec une maîtrise. C'est ça. En philo, voilà, c'est ça. Journaliste depuis le milieu des années 80 et 86, parce que moi c'était un peu compliqué, parce qu'en fait quand j'ai fini ma formation après notre voyage d'immersion au Canada, en France, j'ai pas présenté ma grande enquête parce que j'étais sanctionné. On dit que la sanction c'était ça. Syndicaliste? Pas syndicaliste, mais on m'a reproché un peu mon comportement pas ordinaire lors de mon stage, parce que je sortais le soir et puis voilà, j'étais pas comme les autres étudiants. Bon, peut-être qu'ils avaient raison, je sais pas, mais bon, je suis reparti au Canada la même année. J'ai fait 2 ans et je suis revenu présenter ma grande enquête et puis ils m'ont délivré mon diplôme. Votre diplôme. Voilà. Et pour un homme du Sérail, vous êtes très peu loquace. C'est votre première émission depuis au moins 7 ans. Oui, c'est ça, pas loquace du tout, parce que vous savez, comme j'étais directeur de radio aussi. On va y revenir d'ailleurs. Voilà, j'étais ensuite dans le système des Nations Unies pendant 9 ans. Hein. J'ai été directeur de projet, 2 générations. Ensuite au PNUD, où quasiment on n'a pas... Ancien directeur aussi du SNEPS, le Service National de l'Éducation et de l'Information pour la santé. Tout à fait. De bonnes expériences, tout ça. Oui, c'est ça, de très belles expériences, surtout parce que celle des Nations Unies ressemble un peu à ce que j'ai fait au SNEPS. Je pense que c'est ce prérequis-là des Nations Unies qui m'a aidé à être recruté, parce que je peux dire que j'ai été recruté, parce que Eva Marico avait fait chercher un remplaçant à Serine Mormaï, psychologue, donc il a fait un peu sa shortlist et je faisais partie de la shortlist et il m'a recruté et il m'a dit que peut-être que je présentais le meilleur profil, même si selon ses enquêtes, j'étais pas très très sage, mais quand même elle prenait le risque. Alors elle m'a recruté, mais c'est Issa Mbaye Sam qui a signé quand même mon contrat, parce que une semaine après, je pense que Wade l'a enlevé du gouvernement. Donc c'est ça. Diplômé du CESTI au milieu des années 80, votre regard aujourd'hui sur le journalisme, la qualité du journalisme sénégalais? Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de critiques déjà. Oui, ça il faut qu'on ose le dire. J'ai discuté avec quelqu'un, je lui ai dit, je vous jette pas des fleurs. Quand vous entendez Babacar Fall prononcer, ou en tout cas sa diction, ça veut dire où il a assimilé ce que Sidi Mbaye lui a appris, ou l'autre là, comment il s'appelle, Lemoine. Lucien Lemoine. Parce que on apprend à parler, on apprend à écrire des chroniques, parce que la radio c'est aussi de l'écriture, parce que ce qu'on dit, on l'écrit en général, et on nous dit la meilleure manière d'improviser en radio, c'est d'écrire. Depuis bientôt 7 ans, vous dirigez la RTS, la radio-télé nationale. Avant, vous avez été à la tête d'un média privé, directeur de la radio 7FM pendant quelques années. Où est-ce que c'est plus facile pour le manager, le public ou le privé? Vous savez, le public, c'était quand même, le privé plutôt, c'était un défi. Parce que c'était une radio qui n'avait plus d'audience. Youssou N'Dour m'a fait confiance.
sur recommandation de mon amie Jacqueline Fatima Bokoum, pour remplacer Doudou Diène, qui devait aller à la retraite. Et le challenge était très emballant. Et on a pu changer la grille. Et on a pu regagner de l'audience, au point que je peux même dire que le grand jury, là où je suis là, est une copie de que Mamoudou Ibra Kane ou que la TFM m'excuse, RFM m'excuse. C'est une pâle copie de l'émission que j'appelais Affaires publiques et qui avait beaucoup de succès à l'époque. Alors, on a bénéficié du soutien de Youssou N'Dour, on a bénéficié aussi un peu de mon carnet d'adresses parce qu'on parvenait à avoir de la publicité institutionnelle. Mais c'était toujours difficile pour les salaires et Yakham Mbaye, à l'époque, qui était le directeur général de Comset, se battait bien et on nous assurait quand même les fonds de roulement chaque semaine. Vous êtes alors bien placé pour répondre à la prochaine question. La radiodiffusion télévision du Sénégal, qui reçoit des subventions de l'État, qui prend aussi les plus grandes parts du marché de la publicité au Sénégal, ce qui étouffe les médias privés qui tirent le diable par la queue. Voilà. Et là, je pense que c'est très intéressant. Souvent, on fait des affirmations qui ne sont pas documentées. La France a eu, par empirisme, cette réaction-là à un moment donné, au point de légiférer sur la question en disant que bon, la chaîne publique ne prendra plus de publicité à partir de 20h. À partir de 20h aux heures de grande écoute en prime time. Ils se sont rendus compte que les annonceurs non plus ne voulaient pas les plages publicitaires que leur offraient à ces heures-là les autres chaînes privées. Pour la bonne et simple raison que ceux qui regardent Antenne 2, peut-être vous pouvez vendre les produits Lidl auprès de ces gens-là, mais pas à TF1. Alors ils sont revenus à l'orthodoxie. Au fond, c'est à l'annonceur de choisir sa chaîne. Ce n'est pas le même environnement économique, même environnement des affaires. Si c'est le même environnement, parce que c'est un environnement où une radio dit, un groupe de journalistes ou la RTS qui prend les subventions de l'État. Je crée une radio, mais ils ont des subventions de l'État. Oui, je sais. Et ici, les médias privés qui suffoquent, qui ne sont pas subventionnés, RTS qui prend, la RTS, dont vous êtes le directeur général, qui prend les subventions et les publicités, il reste rien, les autres, ils n'ont rien. Mais vous avez des subventions, l'aide à la presse, c'est une subvention. Les tolérances sur la fiscalité, c'est une subvention. Et dites-moi quelle radio privée s'acquitte correctement des redevances auprès de la RTP, c'est de la subvention. Quand même. Il faut faire la part des choses. Ce sont d'autres exercices. On parle de subventions. Non, c'est ça. C'est-à-dire, ça devait revenir à l'État. Je suis pas en train de faire le flic ou Je donne l'exemple. Jahassekat, comme on dit, oui, mais. Je prends l'exemple de la subvention que vous recevez pendant cette période électorale. Les médias publics que vous êtes reçoivent de l'argent de l'État et pas les médias privés qui font le même travail que vous, sinon plus. Mais non, justement, vous vous trompez. Parce que nous, c'est la loi qui nous oblige. C'est des lois votées à l'Assemblée nationale et consignées dans le code électoral. Alors, on est obligé, on a l'obligation de couvrir de façon égale les candidats. Pour ce faire, on doit affecter à chaque candidat un journaliste, un preneur de son, un caméraman avec sa caméra, le preneur de son avec son dispositif, un chauffeur et le chauffeur avec sa voiture et le carburant pour chaque candidat. C'est pas une obligation faite au secteur privé. Les médias privés font la même chose. Mais ils ont choisi de faire la même chose. Ils doivent faire la même chose. Ils peuvent faire la même chose.
Parce que moi, si j'ai pas les moyens de faire comme la RTS, je choisis une autre manière de traiter. C'est une façon de dire les choses, ça? Oui, c'est une façon de dire les choses parce que je n'ai vu aucun pays se plaindre de ne pas obtenir de subventions pour couvrir des élections. À mon avis, parce que dans beaucoup de pays, les États soutiennent les entreprises en difficulté. Au Sénégal, les entreprises de presse sont extrêmement déficitaires. Oui, mais quand je suis entreprise déficitaire, ma première démarche, ce sera de faire le diagnostic, l'audit interne. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Est-ce que j'ai beaucoup de personnes que je paye et à quel prix? Est-ce que j'ai fait de bons investissements? Est-ce que j'ai une bonne équipe pour les démarches publicitaires? Est-ce que pour des questions de prestige, je ne suis pas allé me loger mes studios dans le centre de Dakar, etc., etc. Mais on ne peut pas créer son entreprise et puis accuser l'État d'être à l'origine du déficit, quand bien même l'État aurait le devoir d'aider son secteur privé. Parce que Vous venez de répondre à la question. Ça, je suis totalement d'accord. On aide le secteur privé, peut-être ceux qui sont dans d'autres domaines, par de divers moyens. Hein? Ça, je suis d'accord. Il y a l'aide à la presse, peut-être c'est pas suffisant. Mais si on a une floraison de journaux, une floraison de radios, et que c'est difficile de réguler le secteur, je pense que ça pose problème. Si on dit dans le code de la presse, et entreprise de presse, voilà, une société qui paye les impôts, qui a des salariés, qui a des journalistes, et parmi les journalistes, au moins 5 ou 6 seraient sortis d'écoles de journalisme reconnu, etc., ou de techniciens qui auraient eu leur BTS, etc., et là, ça devient plus facile. La ligne éditoriale maintenant de la RTS, surtout de la chaîne RTS 1, la télévision publique. Vous êtes très critiqué pour la restriction de la parole. La pluralité n'existe pas sur cette antenne-là. L'opposition qui ne parle pas n'apparaît pas sur RTS 1. Grosse déception pour ceux qui attendaient des ruptures. Vous faites comme les anciens directeurs généraux de la RTS sous les anciens régimes politiques? Bon, je pense que non. Parce que l'analyse est souvent mal faite, à mon avis. Parce que quand on juge la RTS, on doit la juger sur tous ses programmes et à partir de son mandat. C'est la radio de la diversité, c'est la radio de la pluralité. Nous travaillons dans toutes les langues, nous devons parler de toutes les thématiques qui intéressent les citoyens. Je parlais de la démocratie, de la politique. Oui, ça fait partie de la démocratie, c'est-à-dire servir à l'auditeur, l'auditrice de Kédougou des informations relatives à sa santé. Ça fait partie de la démocratie. Maintenant, est-ce qu'une radio est jugée par ses tranches consacrées à la politique? Il y avait une émission plurielle. Pourquoi la RTS, on disait faussement que l'émission ne montre pas les activités de l'opposition? Depuis que vous êtes directeur général, ça s'est empiré. Si, je montre les activités de l'opposition que à l'occasion des grands débats, à l'occasion de pluriel qu'on a suspendu. Qui n'existe plus, hein, oui, cette qui émission n'existe plus parce que j'avais des problèmes. Il y a 300 parties. 300 parties, donc pour chaque émission, il faut 2 parties. J'aurais fait 2 ans, 3 ans, 4 ans avant le. Vous prenez les plus représentatifs. Mais c'est quel critère? Mais vous basez sur, par exemple, un parti, c'est celui qui est reconnu. Quel est le parti le plus représentatif? Regardez un peu la configuration de l'Assemblée nationale, par exemple. Nous, je suis d'accord que c'est une limite, mais c'est pas un handicap, parce que en vérité, lorsqu'il y a les grands discours à la nation, lorsqu'il y a de grands moments dans le pays, on les interroge. Mais il est arrivé aussi que pour des problèmes de maîtrise de nos invités, vraiment,
on refuse certaines choses. Parce que, à un moment, il y a eu des insultes directes. Les conférences de presse de l'opposition direct au chef de l'État ou à son épouse. J'ai pas de ralentisseur, mais je dis que je ne prendrai pas le risque parce qu'aussi il y a une manière de. Pourquoi les conférences de presse? C'est pas impoli de le dire. Il faudrait que l'on civilise le débat quand on est au service public. Vous ne couvrez pas les conférences de presse de l'opposition, vous ne les montrez pas. C'est un problème, Racine Talla. Oui, c'est un problème, mais c'est surtout un choix. Ah oui? C'est un choix dans la mesure où, comme je l'ai dit, il y a tellement... Parce que moi, si je commence à couvrir une conférence de presse du PDS ou de l'AFP, je dois couvrir toutes les autres. J'ai eu ce genre de récrimination. Ensuite, on s'est assis pour réfléchir également. Maintenant, il y a des marches quand ça réunit le plus grand nombre, on couvre, on commente, et puis... la vie continue. Maintenant, il y a d'autres émissions où vous les entendez. Allez écouter Radio Sénégal, c'est totalement libéré. Radio Sénégal, il y a pas de problème. Oui, mais il y a quand même un problème, je le reconnais, mais je dis que de part et d'autre, il y a des efforts à faire. Ne pas prendre la tribune du service public comme quand même un espace où il faut insulter, un espace où il faut quand même utiliser un type de langage en direct qui pose problème, parce que même lorsqu'on fait des émissions en différé, les invités vont dire ne coupez pas cette partie, si vous le faites, je vais me plaindre. Et là, ça empiète sur la liberté quand même du journaliste. Est-ce que le palais, le président de la République, surveille la ligne éditoriale de la RTS? Le palais ne s'est jamais mêlé. Le palais ne m'a jamais appelé pour me dire que oui, vous avez fait ceci, vous n'auriez pas dû faire ça. Le palais peut, par exemple, le palais, entre guillemets, quand je dis le palais, c'est le président de la République. Non, pas le président de la République, non. Il y a El Hadj Kassé, il a d'autres collaborateurs, c'est pas le président de la République directement quand même. Bon, qu'il y a tel événement, on n'a pas pu vous envoyer une demande de couverture à temps, essayer de, voilà, et puis on fait des efforts. Vous ne travaillez pas sous pression? Non, pas du tout. Pas du tout. Et ça, je peux vous l'assurer, on ne travaille pas sous pression. Vous vous êtes défendu tout à l'heure sur la question de l'absence de l'opposition sur la chaîne RTS en particulièrement, mais en même temps, on remarque que sur cette télévision publique, on piétine l'interdiction de diffuser de la propagande pendant cette période de pré-campagne électorale en faveur de Macky Sall, le chef de l'État sortant à la veille de la présidentielle, en couvrant des activités du président Sall, la série d'inauguration d'infrastructures par exemple, où on entend des discours de propagande, et en direct. Quand même pour ça, on le fait avec TFM ces derniers temps. Oui, mais bon, si le directeur de TFM était dans cette émission, on lui poserait la question. On le fait avec le TFM, mais moi je considère que ce sont des inaugurations d'ouvrages qui font partie des réalisations qu'on peut appeler politique publique. Et c'est notre mission. Si vous regardez ou vous écoutez le journal télévisé, vous ne verrez pas, vous verrez presque jamais des couvertures de meetings de l'APR, qui est pourtant le parti au pouvoir. Par contre, on a l'obligation de montrer les sorties du président de la République, qui est le président de tous les Sénégalais. La belle excuse. Parce que moi, je ne suis pas obligé d'épouser un modèle français ou un modèle, je ne sais pas, roumain. Il y a nos réalités. J'ai un cahier de charges. Je couvre les activités de l'Église, je couvre les activités des confréries religieuses, je couvre les activités de la Cour suprême, de la Cour d'appel, etc. Tout ce qui relève de l'information publique, j'ai obligation, n'est-ce pas? On a vu et entendu de la propagande sur vos antennes, vous ne pouvez pas le nier. On peut l'appeler propagande, oui. Vous assumez? On peut l'appeler propagande, si dire que Macky a inauguré le TR, mais c'était dans son programme. Il est le chef de l'État.
Il est accompagné pas du chef du parti ou du secrétaire général du parti, mais il est avec le ministre en charge des infrastructures, il est avec le directeur général de l'APIX, il est avec les gens du secteur privé. Et on le montre maintenant. Lui, en tout cas dans son discours, je n'ai pas entendu quelque chose qui relèverait Babacar de la propagande. Votre qualité de militant du parti présidentiel ne facilite pas les choses pour répondre à cette question objectivement. Non, ben vous savez, on est tous militants de quelque chose. Moi, je sais que sur cette chaîne-là, un fiasco de Youssou N'Dour, un spectacle qui aurait connu un fiasco, vous l'auriez pas commenté comme vous commenteriez un truc de Wally Seck. Chacun a sa ligne éditoriale. Vous avancez des choses. Je les avance parce que j'en suis convaincu. J'en suis convaincu. C'est une télé, une radio qui fera toujours la propagande de Youssou N'Dour. Vous vous trompez lourdement, monsieur le directeur général. Parce que je suis un grand fan de votre groupe. J'écoute la radio, j'aime surtout la radio. Je l'écoute. J'écoute votre journal de 20h, je le regarde. J'écoute parfois l'émission Khibar, mais j'ai de moins en moins de temps parce que la RTS a une très grande émission qui s'appelle Kassabor, donc ça me détourne de plus en plus parce que j'écoute et bon, j'écoute souvent, c'est pour m'amuser, hein, mais franchement, bon, voilà. Vous êtes homme politique, vous êtes APR. Oui. En tout cas, ces inaugurations à outrance de Macky Sall, par Macky Sall, sont tournées en dérision sur les réseaux sociaux. Finalement, cela semble contre-productif pour vous, pour lui principalement Macky Sall. Mais vous savez, on est dans la sphère de la communication. Les gens font beaucoup d'erreurs. Ils vont vous dire, ah oui, dans les réseaux sociaux. Personne ne pourra vous quantifier l'impact de ces choses sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est aussi des outils de jeu, c'est des outils de défoulement, c'est des outils à la limite cathartiques qui permettent à certaines personnes vraiment de sortir un peu toute leur frustration et à répétition. Vous savez, il y a un grand débat aujourd'hui. Les gens disaient que oui, maintenant on ne peut pas gagner si on ne contrôle pas les réseaux sociaux, ce qui est absolument faux. La radio et la télévision restent les canaux principaux et les plus dangereux. Fox News aux États-Unis, la BBC en France, les matinales des radios qui font des radios filmées, repris par les réseaux sociaux. Les tweets, par exemple, de Trump. Mais si une télé ne relaie pas un tweet de Trump, c'est pas toi, Babacar Fall, vous voyez, hein, si tu veux, c'est pas vous, Babacar Fall, qui commenterez ce tweet. Donc, il faut que ça passe par ces médias dits classiques, qui ne sont pas des médias classiques, mais les premiers médias qui évoluent et qui travaillent à des convergences. Vous minimisez l'impact des réseaux sociaux sur les influences de l'opinion. Totalement, je le minimise et vous verrez bientôt des études très pointues sur ces questions-là. Et vous verrez que les réseaux sociaux ne peuvent pas influencer le vote. La décision de vote, non. Vous vous en rendrez compte. Il y a quand même un problème, directeur général du média du service public, des médias du service public, parce que plusieurs entités dans RTS, la RTS, directeur général et militant du parti présidentiel. C'est la première fois d'ailleurs que ça arrive. Macky Sall qui avait séduit une bonne partie de l'opinion avec le slogan de rupture qu'il va faire s'il est élu président de la République. Sur la RTS, par exemple, c'est la première fois qu'un directeur général, militant du parti présidentiel, est nommé. C'est ça qui justifie les conséquences de tous les sujets qu'on évoque depuis le début de cette émission. Moi, je vois pas vraiment l'incidence ou l'impact de mon appartenance politique sur vraiment les programmes. Ça, vous pouvez interroger les journalistes, vous pouvez aussi regarder les programmes. Est-ce qu'ils sont teintés politiques? Je trouve que ceux qui le disent ne regardent pas la RTS. Si vous regardez Dieg Akeram,
il n'y a pas de couleur politique. Vous regardez Takusan, il n'y a pas de couleur politique. Vous écoutez l'émission d'Enkumpa, il n'y a pas de couleur politique. Vous écoutez Point de vue, il n'y a pas de couleur politique. Point de vue, c'est pour les ministres et les directeurs généraux de sociétés nationales. C'est tant mieux qui font qui font la promotion des politiques publiques d'un gouvernement formé par un président élu par tous les Sénégalais. Parce que nous avons ce devoir-là. Donc, faites l'analyse de contenu de toutes ces émissions et dites-moi quelle est l'émission qui est teintée politique. Et je n'ai jamais utilisé ce canal pour ma promotion personnelle et de surcroît, peut-être on peut le dire comme ça, ce n'est pas illégal. Et vous regardez dans les autres pays, peut-être c'est la forme qui change. En France, les directeurs généraux, les patrons des chaînes publiques, c'est vrai, il y a appel à concours, mais on donne au président 3 CV. Et sur les 3 CV, il va voir qui est le plus proche du pouvoir. Et ça, vous pouvez aller le vérifier. Vous assumez de votre statut d'homme politique. Absolument. Responsable APR à Guédiawaye. Oui. D'ailleurs, vous êtes élu depuis 2014 maire de Wakinan Nimzat. Exact. C'est à Guédiawaye que les premières arrestations liées à cette tension préélectorale qu'on constate depuis quelques jours, c'est à Guédiawaye que des jeunes de l'opposition ont été arrêtés pour la première fois pour cette période, écroués pour certains. C'était lors de la dernière visite du président de la République. Vous craignez que ça monte davantage, cette tension, au fur et à mesure que l'élection approche? Franchement, je pense que c'est un épisode. Parfois des actions, comment on appelle ça, intempestives. Nous tous, on est des Pikine, hein, Guédiawaye. On dit, oui, t'es m'a déconné, je vais essayer de faire ça. Bon, mais c'est pas véritablement des trucs organisés. Et même si c'est organisé, on a un État quand même assez. N'y a-t-il pas eu abus de pouvoir, aller arrêter des jeunes comme ça parce qu'ils menaçaient de montrer leur hostilité à Macky Sall, à sa visite à Guédiawaye? Mais abus de pouvoir, je crois pas. Mais un président de la République, mais qui vient inaugurer une mosquée, qui vient prier, mais il faut d'abord respecter. C'est ces milliers, ces centaines de milliers de personnes qui sont des citoyens de Guédiawaye et de Pikine qui viennent sacrifier à une tradition, à une obligation même, disons, la prière du vendredi. D'abord. C'est une raison pour les arrêter, les écrouler. Ah oui, si c'est trouble à l'ordre public. Mais... Ils ont le droit de dire à Macky Sall qu'on ne vous aime pas. Ils ont le droit. Ils ont d'autres canaux. Ils ont TFM pour le dire. Ils ont des banderoles, ils ont des affiches, ils ont les murs pour le dire. Ils ont même la musique pour le dire. Le saccage du siège de PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko, votre clan politique est pointé. Votre commentaire? Ben, il peut être pointé sans que ce soit lui. Ça, il faut laisser l'enquête faire son cours. Il y en a déjà parmi vous qui parlent de mise en scène de la part de PASTEF. Vous y croyez aussi, cette thèse? Non plus. Moi, c'est des choses, franchement, moi, je ne vais pas dire que PASTEF, quand même, va avoir la naïveté de vouloir se faire harakiri pour... Non. Non plus, je n'y crois pas. Non. Très bien. Racine Talla, notre invité, le directeur général de la télévision, de la radio-télévision du Sénégal. Votre management à RTS 1, beaucoup d'infos, beaucoup de récriminations. On vous accuse de mettre au frigo, entre guillemets, pour citer les gens qui le disent, mettre au frigo toutes les personnes qui vous sont hostiles. Bon. Ça aussi, c'est la presse et c'est pas tout ce que la presse dit qui est vrai. D'ailleurs, le directeur des ressources humaines, je pense, a répondu à ça. Vous savez, dans ce pays, une personne peut se lever, écrire sa brève, l'amener auprès de ses amis, et puis on publie sans même qu'on ne recueille l'avis. Les téléspectateurs ont constaté qu'il y en a qui n'apparaissent plus à l'écran. Oui, je vais vous expliquer. Moi, quand je suis arrivé, j'ai nommé des gens. À un moment, je les ai changés.
Et ça, c'est pas propre à la RTS. Quand vous enlevez un directeur, même si c'est au ministère ou en genre, ils reviennent plus. Je peux donner un exemple concret si vous voulez. Je parle d'Ablaye Fofana Seck, que vous aviez nommé directeur commercial, qui se sent lésé depuis que vous l'avez déchu, qu'on ne voit plus, lui et peut-être d'autres qui se plaignent d'être mis au frigo par vous. Non, on n'a mis personne au frigo. Parce que parmi ceux qui ont perdu leur poste de directeur, il y en a qui sont revenus. Ils ont cité une liste de 21, ce qui est totalement faux. Je peux te dire, Nyanya Sidibé, elle est à l'ANST parce qu'elle a demandé une demande de mise en disponibilité. Lucky Patrick Mendy, il est au CNRA. Je peux vous citer, tous ont d'autres points de chute. Il n'y a pas, les autres sont affectés à des départements magazines, d'autres sont conseillers. Seynabou Diop s'occupe de la coopération internationale, donc elle ne peut pas apparaître à l'écran. Je peux t'en citer une multitude, hein, donc à un moment, j'ai dit pourquoi certains directeurs ne viennent pas au bureau. J'ai demandé à mon directeur qui s'occupe de logistique de préparer des bureaux et on les a rappelés tous. On leur a donné de nouvelles fonctions et tous sont venus, excepté celui que vous avez cité. Fofana Seck. Voilà. Et moi, c'est des questions qui relèvent de la gestion des ressources humaines. C'est pas sur la place publique que je vais parler de ces choses-là. On reste dans l'audiovisuel. Oui. Pour parler maintenant des droits de diffusion de la CAN 2019. Le groupe Futur Média a signé avec la CAF cette semaine, GFM, qui se dit toutefois prêt à sous-licencier d'autres télés pour ses droits. Est-ce que vous êtes preneur à la RTS? Non, pour la CAN U20, s'ils ont signé, nous, on n'est pas sous-preneur, on n'est pas preneur. La CAN Senior 2019. Non, la CAN Senior n'a été attribuée à personne. Ah si. Ah non. Selon ce que l'UAR, l'Union africaine des radiodiffusions, à qui nous avons confié notre mandat, nous a certifié, a même sorti un communiqué pour le On a vu ce communiqué, c'est pas à l'UAR de démentir une information comme celle-là, c'est la CAF. Donc, mais nous, c'est à l'UAR qu'on a confié notre mandat, donc je ne peux pas certifier parce que j'ai même écouté aussi Lanidé sur IGFM quand on lui a posé cette question. C'est l'agent qui a signé avec... La CAF ne le reconnaît pas en tout cas comme agent selon nos informations. Selon nos informations, il est reconnu par la CAF. Oui, tout à fait. Ça, vous savez, moi, s'il est agent de la CAF, il n'y a pas de problème. Hein? Si c'est la TFM qui a les droits, mais il n'y a aucun problème. Hein? Moi, je ne vois pas de problème parce que nous ne sommes pas une chaîne de football. Hein? Pas du tout. Et nous, on n'a jamais diffusé pour faire... Mais allez payer 1 milliard, 2 milliards et vous couvrez. Il n'y a aucun problème pour nous. Vous n'êtes pas acheter auprès de GFM Non, on ne va pas acheter auprès de GFM. On va la laisser diffuser et prendre toute la publicité qu'il y a autour. On ne le fera pas. Ça, c'est clair. Pas du tout. On ne le fera pas. Pas du tout. Une CAN qui se passe pas sur les antennes de RTS. Mais on va regarder la TFM. Mais oui, si ça doit se passer sur la TFM, on va regarder la TFM. Mais moi, ce que je dis, c'est que la CAN Senior, on n'a pas encore désigné d'agence pour la CAN Senior selon nos informations. Et l'ANIDé, même sur IGFM, vous l'écoutez, lorsqu'on lui a posé cette question, il dit ça, le moment venu, on en parlera, et peut-être même les autorités de la CAF feront une déclaration dessus. C'est ça que j'ai entendu sur IGF. Affaire à suivre. C'est ça que j'ai entendu. J'ai pas entendu autre chose. Donc, si vous me dites que vous avez signé pour le truc senior qui n'est pas encore attribué à quelqu'un, bon, moi, je vous laisse votre information. On s'en tient à ce qu'on a Mais en tout cas, si c'est Youssou N'Dour qui a les droits, mais Fala Kalam, je n'ai aucun problème parce que c'est des droits qui s'achètent, ça ne m'appartient pas. Eh bien, très bien. Pas du tout.
Racine Talla, qui est aussi maire de Wakhinane Nimzatt, une commune dans le Guédiawaye. On parle de votre commune justement, petite commune, entre guillemets. Est-ce que vous vous en sortez Petite commune? Oui, non. Entre guillemets. Je dis, Il faut justifier vos guillemets. C'est pas une petite commune. C'est une commune qui a plus d'habitants que des villes comme je sais pas quoi là, Matam, comme nous faisons quand même 100 000 habitants. C'est beaucoup. Est-ce que vous en sortez? Les recettes. Difficilement, comme toutes les autres communes. C'est pourquoi l'État a procédé à la territorialisation de certaines politiques publiques. Ils aident les communes à faire les routes, ils aident les communes pour l'éclairage. Il y a les fonds de concours, il y a les fonds de dotation. Nous, récemment, on a perdu un marché, et donc l'État compense cela également. Mais on parvient à payer nos salaires, il n'y a jamais eu de retard. On parvient à soutenir les écoles, on parvient à soutenir le secteur de la santé. Quand même, on se débrouille pas mal, mais si on avait plus... on s'en plaindrait pas. Votre absentéisme qui est souligné aussi par les citoyens de votre commune, par certains de vos collaborateurs, vous mettez les pieds rarement à la mairie de Wakhinane Nimzatt. Et vous savez, ceux qui le disent, je le dis, mais quid des maires qui sont ministres? Un maire de Dagana, un maire de Saint-Louis, un maire de Matam. Mais un maire, il a une équipe municipale. Un maire, il a une fonction de représentation. Un maire délègue sa signature, par exemple, pour le truc d'officier d'état civil. Le maire préside les conseils, sauf s'il est malade. Et le maire que je suis est toujours là, quand il faut être là. Mais n'oubliez pas, je suis quand même directeur général de la RTS, où je gère quand même... plus de 800 personnes. Et ma mairie, je pense, est l'une des mairies les mieux dotées dans Guédiawaye. Et ça, ce sont les autorités administratives qui le disent, qui fonctionnent bien, qui respectent les règles, qui est éligible au PACASEN, qui tient normalement ces sessions de conseil municipal. Bon, maintenant, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de mairies où on ne voit le maire qu'une ou deux fois par semaine. Ça, c'est pas une exception. Pas du tout. Dans 10 mois, la prochaine élection municipale, ça vous intéresse toujours de diriger Wakhinane Nimzatt? Vous savez, moi j'appartiens à un parti. J'appartiens à un parti qui est très organisé. Et si je suis devenu maire, c'est grâce aussi à mes camarades de parti qui ont bien voulu d'abord que je sois tête de liste et ensuite qui ont bien voulu voter pour moi pour que je devienne maire. Donc ça, c'est des débats qui se posent à la veille, n'est-ce pas, des investitures. Et donc, je n'ai pas de fixation sur le poste de maire et on fera ce qui sera mieux pour Wakhinane Nimzatt et ce qui sera mieux également pour la coalition Benno Bokk Yakaar. La mairie de la ville qui coiffe toutes les autres communes dirigée par Aliou Sall, votre regard sur son travail? Aliou Sall, je pense que c'est un très bon maire, il l'a prouvé. Il est très fort en plaidoyer, il sait drainer des ressources, mais avec l'acte 3 de la décentralisation, les mairies de ville ont perdu un peu de leur prestance. Tout se passe dans les communes. Même la grande mairie de Dakar d'ailleurs. Oui, c'est ça. Tout se passe. La ville n'a pas de territoire, la ville n'a pas de population à gérer. Donc, franchement, l'acte 3 leur donne une fonction d'impulsion et de coordination, fonction de plaidoyer, et je pense que jusqu'ici, M. Aliou Sall le fait correctement. Mais ça se passe réellement dans les communes. Racine Talla, le grand frère de Malal Talla, Fou Malade, son nom de rappeur, membre du collectif Y'en a marre, un autre groupe membre de ce collectif, le groupe Kër Gui, son dernier single, qui n'a
pas fait plaisir apparemment au camp présidentiel. Vous avez un commentaire particulier parce que vous avez votre frère qui fréquente ce monde-là? Bon, vous savez, mon frère, j'ai aussi d'autres frères, artistes. IS 814, c'est mon frère. N'est-ce pas? 814, c'est le numéro de notre parcelle, de notre maison à Guédiawaye. Fou Malade, je peux même pas dire s'il fait partie encore du groupe Y en a marre. Oui? J'en sais rien du tout. Vous pensez qu'il fait plus partie du collectif Y en a marre? Je n'en sais rien, parce que d'abord, il y a plus de 2 ou 3 mois que je ne l'ai pas vu, que je n'ai pas discuté avec lui. Je l'ai vu à la télé, faire une pub pour dire aux gens... Le TR? Oui, faites attention à la haute tension. Pour vous, c'est assez suffisant pour dire qu'il prend ses distances avec le collectif Y en a marre? Non, je ne l'ai pas dit. Parce que j'ai dit qu'il y a longtemps, je ne l'ai pas vu. C'est aussi simple que ça. Et il n'est pas membre du groupe Kergui. Ça ne l'engage pas, cette chanson? Je ne sais pas si ça l'engage ou pas. Parce que vous voyez, chez nous, chacun... Il ne fait pas de cadeau, en tout cas, jusqu'à une date récente. Fou Malade, vous êtes maire APR, le parti présidentiel, directeur général de la Société nationale de télévision et de radiodiffusion. Comment ça se gère, ça? Votre frère qui est dans un camp, vous dans un autre? Je pense que c'est pas une exception chez nous. À un moment donné, il était dans le même camp. Quand Macky cherchait le pouvoir, je pense qu'ils étaient avec nous. Peut-être que leur vocation, c'est de s'opposer. Mais je pense qu'il y a des moments où ils ne s'opposent pas. Parce que Macky, c'est son grand frère. Aliou Sall, c'est son grand frère. Moi, je suis son grand frère. Il y a des moments, ce sont les relations familiales qui priment sur beaucoup de choses. D'autres moments, mais je peux même citer Thierno Talla aussi. Est-ce qu'il journaliste, patron du journal LAS. Est-ce qu'il tape pas sur le régime quand c'est nécessaire pour lui? Donc, nous, on est assez quand même démocrate pour ne pas tomber dans une espèce d'unanimisme. Chez nous, vous auriez, il y a des ibadous, vous auriez conseillé à votre petit frère Fou Malade de s'éloigner du collectif Y en a marre, par exemple? Oui, moi j'ai un point de vue sur le collectif Y en a marre, parce que je ne vois pas de consistance véritablement dans le discours de Y en a marre. Je vois des trucs genre épidermiques, à fleur de peau, superficiels. C'est mon point de vue. Et chaque fois quand je parle à Malal, je lui dis, mais avant de parler d'une chose, il faut s'informer. Tu dis ça alors que tu ne sais pas qu'il y a ça. On se permet ce type de débat. Et là où il se trouve de songer hip-hop, c'est une propriété de la commune de Wakhinane Nimzatt. Il s'y déploie librement. Donc, avec ses idées, il fait de bonnes choses par ailleurs, parce qu'il forme des jeunes, il récupère des repris de justice, etc. Bon, sur le plan politique, nous, c'est les parents, les grandes sœurs, peut-être qui lui disent, mais écoutez, vous avez Mamadou Talla qui est ministre, vous avez Racine Talla qui est DG, votre famille, tu peux pas être là, insulter, etc. Mais s'ils s'en tapent, ils s'en tapent. Mais bon, on est quand même en Afrique. Il doit s'aligner pour vous? Pas s'aligner, mais il peut y avoir des neutralités bienveillantes parfois. Parfois, on peut choisir de se taire. Ça peut faire même du bien. En tout cas, le collectif Y en a marre qui se dresse contre Macky Sall à la veille de cette élection présidentielle, Y en a marre qui peut revendiquer une certaine légitimité dans le combat que l'opposition et une partie de la société civile menait contre Abdoulaye Wade. On n'est pas peur de ça. Y en a marre qui a quand même un retentissement international. Non, franchement, ça, je pense, c'est le cadet des soucis de la coalition Benno Bokk Yakaar. Je ne crois pas qu'il y en a marre, même additionné à d'autres mouvements, puisse ébranler ce qui est en train de se faire. Parce que quand même, ce qui s'est fait a été construit sur du solide. Et c'est les Sénégalais qui jugent. Et ce n'est pas les médias qui peuvent inciter à la violence. Ce n'est pas leur rôle. Aujourd'hui, vous voyez les mobilisations. Vous et votre chef Macky Sall êtes plus pointés
sur les problèmes de démocratie, de justice. On évoque le cas de certains opposants. On peut les nommer Karim Wade, Khalifa Sall, beaucoup de forfaits soulignés. Tout ça, c'est des histoires. Parce que avant 2012, mais à 90% les Sénégalais m'écriaient contre Karim. Il a été jugé, il a été condamné, ensuite il a été gracié, mais pas amnistié. Khalifa Sall lui-même a reconnu avoir fait des choses peu orthodoxes. Mais son argument, c'était que c'est ça qui se faisait. Bon. Et la justice a jugé. Maintenant, il ne peut pas se présenter et le Conseil constitutionnel a tranché. Maintenant, mais Macky Sall n'a rien à voir avec ça. Absolument. Vous voulez nous faire croire que l'exécutif ne décide pas des problèmes de justice sur certains dossiers. Mais si vous ce sera difficile de faire passer ce message-là, Racine Talla. Très difficile de faire passer ces choses-là dans la perception. Moi qui suis maire, j'ai perdu mon marché face à un opposant. Avec ça a été tranché à la Cour suprême. Le maire de Guide de Thiaroye. Oui. L'État du Sénégal paye des milliards à des sociétés et perd plein de procès chaque jour. Allez vous informer. Si Macky pouvait intervenir, il serait intervenu pour dire que, écoutez, on n'a pas d'argent, on est en train de payer des milliards parce qu'il y a eu des contrats qui ont été résiliés sans suivre la légalité. Il y a d'autres choses où l'État a été pris en faute et on paye. On paye. L'opposition, en tout cas, en ordre de bataille, ils sont tous ensemble contre vous. Et quand on entend des responsables du camp présidentiel, on semble minimiser un peu le camp d'en face. C'est la meilleure attitude, vous pensez? Mais c'est de bonne guerre. Parce que quand même, faites l'analyse de la coalition, c'est une forte coalition. Et puis ce n'est plus une coalition de circonstances. À la limite, c'est une coalition aujourd'hui institutionnalisée. Ils ont gagné. Ils ont sorti Wade du pouvoir. Ils sont allés aux législatives ensemble. Au communal, ils se sont arrangés, ils se sont entendus. Pour les élections au conseil, la même chose. Aujourd'hui également, ils vont ensemble. Et il y a même des gens qui voulaient aller en solo, qui maintenant sont venus rejoindre le camp présidentiel, qui est très très fort quand même, avec des identités remarquables. Bon, allons savoir combien ça pèse tous ces ralliements-là aussi. Les élections le diront, c'est pourquoi on va aux élections. C'est pour cette raison qu'on va aux élections, Babacar. Racine Talla, c'est bientôt la fin de cette émission. Si on retourne aux politiques de l'État en faveur des collectivités territoriales, pour vous aujourd'hui, ça doit être quoi les ajustements à faire après l'application de l'acte 3 de la décentralisation et les urgences? Pour vous, commune, j'ai dit petite commune, c'est pas péjoratif, qu'est-ce qu'il y a d'urgent à faire pour vous? Moi, je pense qu'il faut davantage décentraliser les budgets. Il faut davantage de ce qu'ils appellent territorialisation des politiques publiques. C'est de jolis mots, mais il faut donner des budgets comme ça se fait en France, ailleurs, pour qu'ils gèrent leur domaine de compétences. Quand il s'agit de l'école, donnez-nous l'argent. Quand il s'agit de santé, donnez-nous l'argent. Et tout en surveillant, parce que c'est l'État qui procède au contrôle de l'égalité. Votre trajectoire personnelle, directeur général de la RTS depuis 7 ans, après la présidentielle, vous avez d'autres ambitions? Vous voulez rester directeur général de la RTS? Mais ça dépend du président Macky Sall. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Moi, je pense avoir eu tout dans la vie. J'ai été directeur depuis 93. Et j'ai fait de bonnes études jusqu'à mon master en sciences. J'ai travaillé dans ce que j'ai voulu faire et je rends grâce à Dieu. Racine Talla, merci d'être venu devant le grand jury.